Une guerre des drones est lancée sur le terrain. Les frappes continuent encore cette nuit. Regardez ces images. Les drones s'imposent aussi sur le front en Ukraine. Et c'est ce que vous avez pu constater. Didier François, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir en plateau, surtout que vous revenez du terrain. C'est gentil. Vous revenez du terrain. Vous étiez en direct dans cette émission également quand vous étiez sur le terrain. Et vous nous parliez de cette ligne de front à 80% occupée par les drones. Oui, en fait, c'est même plus qu'une guerre de drones. On est rentré dans une phase qui est une phase de robotisation du champ de bataille. C'est extrêmement surprenant et ça s'est accéléré encore sur les derniers mois. Les Ukrainiens, fin mars, ont annoncé une stratégie qui était ce qu'ils ont appelé la ligne de drone, ou le mur de drone selon la traduction. Mais en fait, qui rend compte d'une évolution de ce qui est devenu le combat. C'est-à-dire, le combat n'est plus du tout celui qui était au début de la guerre. On a une ligne de 15 km à partir de la ligne 0, qui est la ligne de contact entre les deux forces, qui est entièrement saturée par les vols de drones de toutes sortes. Parce que le drone ne sert plus seulement à faire de la surveillance dans la profondeur ou du renseignement, il sert aussi à faire de la frappe. Ça, on avait vu les fameux drones FPV, donc où on voit et on va se jeter, qui peuvent servir de drones kamikazes. Ça sert aussi à préparer les missions, ça sert aussi à transporter aujourd'hui la logistique et le ravitaillement, puisque la zone de front est tellement densément menacée, non pas par des drones, mais par des meutes de drones. On n'est pas encore totalement aux essaims. L'intelligence artificielle n'a pas encore suffisamment développé la capacité à ce que les drones travaillent seuls, mais ce sont des drones qui chassent en meute. Et donc, rend tout déplacement extrêmement complexe, extrêmement dangereux, extrêmement périlleux. Grosso modo, sur cette zone d'une quinzaine de kilomètres entre les PC de commandement qui sont un peu à l'arrière du front et qui contrôlent un secteur, et la ligne de combat devant, ce qu'ils veulent fait que si vous êtes repéré aujourd'hui, avant il y avait un temps de réaction d'à peu près 20 minutes, aujourd'hui cette fameuse fenêtre qui était déjà courte est réduite à moins de 5 minutes. Parce que immédiatement, il y a des responsables de front qui en fait ont devant eux des écrans, comme ceux qu'on a autour de nous, qui recopient avec des suites informatiques qui permettent d'aider au commandement, qui recopient ce que voient tous les drones qui volent, ceux qui ravitaillent, ceux qui frappent, ceux qui font évidemment le renseignement, ça c'est leur boulot. Ces écrans sont évidemment affectés soit en repérant soit des cibles ennemies, soit des missions en cours amis avec des codes couleurs, soit des éléments de doute à lever. Et il faut là, de manière extrêmement rapide, pour le chef des opérations, dans ces petites salles enterrées, mais très profondément maintenant. Vous m'aviez dit, tout se fait en souterrain en fait. Il y a même plus, les tranchées elles-mêmes deviennent dangereuses, puisqu'elles sont évidemment pénétrables. Donc aujourd'hui, ça se passe en avant sur des trous d'hommes, mais surtout dans dans des caves qui sont à ce moment-là installées de manière autonome, profonde, qui sont en général on tend des sacs plastiques, on met des toilettes sèches et un générateur, et où des petites équipes de commandement restreintes, parce que en fait, plus on est nombreux, plus on est une cible plus on a de pertes. Et l'idée étant justement pour les Ukrainiens qui ont un vrai problème d'hommes, puisqu'ils sont face à une Russie 140 millions, sont entre 30 et 40 millions, avec un problème de mobilisation qui est réel. Des Russes qui, par ailleurs, mobilisent essentiellement dans les républiques périphériques, et donc évidemment Moscou et Saint-Pétersbourg, pour des raisons politiques d'ailleurs, sont très épargnés. Mais le fait que ça soit essentiellement une sorte d'armée coloniale en fait, qui vient des républiques périphériques, font qu'il y a une acceptation du niveau de perte qui est beaucoup plus élevé. Et les Ukrainiens, ils sont un peu comme nous, c'est à la fois une démocratie, c'est à la fois un petit pays, c'est un pays qui est vieillissant, et donc la protection et le fait de conserver des gens formés. La formation d'un soldat
et d'un fantassin ou d'un opérateur de force spéciale, c'est très long. Alors que la formation d'un pilote, c'est très court. Et donc, 2 ans de formation pour quelqu'un qui va apprendre de la bouteille, de l'aguerrissement, pour tenir des positions difficiles, eh bien, sont aujourd'hui sous menace de gens qui sont formés très, très, très rapidement. Et aujourd'hui, chaque soldat est quasiment... On lui fournit, alors c'est un des cadeaux qui m'a été fait là-bas, les petits joysticks de pilotage, et ils s'entraînent sur les sites de jeux, en fait. Ouais. Et en fait, ça devient presque la 3e arme de dotation du soldat sur la zone de combat. C'est-à-dire, il a son pistolet, son fusil mitrailleur ou son fusil d'assaut et le truc de pilotage de drone. Aujourd'hui, comme justement c'est difficile de se déplacer en unité, quasiment l'essentiel des blindés reste protégés à l'arrière. Pour les déplacer, là aussi, il faut arriver à obtenir une supériorité ponctuelle, locale, de protection, ou alors il faut qu'il y ait suffisamment de vent ou de brouillard pour ne pas être détecté et frappé, sinon tout ce qui est matériel lourd, chars, blindés, etc., est détruit. Donc, vous voyez bien que vous êtes obligé d'éclater vos dispositifs, ne pas les regrouper. Si vous êtes regroupé, vous allez perdre beaucoup trop de gens. Donc, vous éclatez le dispositif, ce qui vous oblige, ce qui devient compliqué pour faire des contre-attaques. Donc, alors qu'en face, vous avez des Russes qui utilisent aussi les drones, avec en plus un avantage qui est le filaire. Ils savent faire aussi bien que les Ukrainiens ? Alors, il y a des choses qui font moins bien. Typiquement, le retour d'expérience, ils sont plus en silo. Donc, les inventions qu'ils font redescendent beaucoup moins vite sur la ligne de front. Mais ils ont aussi des capacités d'abord parce qu'ils acceptent un niveau de perte, par exemple... pour gagner de la vitesse et de la vélocité dans un front qui est très fermé et qui ne bouge quasiment plus, l'idée qu'ils ont eue d'aller chercher l'exemple des djihadistes et d'utiliser les motos, alors ça peut paraître ridicule, mais en fait c'est une façon de gagner du temps et de gagner du délai. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur des batailles de type Bakhmout, comme on les a eues pendant 1 an, 2 ans, où des masses de fantassins vont essayer de percer sur une position très dure. Aujourd'hui, la bataille sur le front, en fait, c'est la tentative de saisie par opportunité de points clés tactiquement sur le front. Une colline, un bois, une position qui va fragiliser petit à petit, non pas en la cassant, mais en l'affaiblissant par la perte de points et en l'enfermant, en l'étouffant, une ligne de défense. Parce qu'ensuite, pour tenir cette ligne de défense, dès lors qu'on a réussi à reprendre ces quelques positions, qui sont des positions, elles ne sont pas du tout stratégiques, mais elles sont... vraiment, sont des points clés du terrain, et ben ça permet ensuite de taper sur tout ce qui est le ravitaillement, la logistique, ce qui s'est passé pour la 47e à Koursk, par exemple. Et donc là, donc l'idée, ce serait de pouvoir contre-attaquer. Mais là aussi, comme la présence des drones est énorme, on ne peut pas regrouper ou rarement des sections pour remonter à l'assaut. Donc il faut le faire avec des groupes beaucoup plus petits. Utiliser là aussi les drones pour en fait frapper sur ces points clés et ensuite seulement coiffer avec les armes. Donc vous voyez bien qu'il y a une évolution du champ de bataille et de la façon de se battre qui est absolument incroyable. Ça fait comme 40 ans que je fais les guerres et c'est vrai que là on est en train de voir une espèce on a discuté avec évidemment les combattants ukrainiens qui nous recevaient, mais aussi après en rentrant à Paris, mais on voit bien des choses qui évoluent de manière extrêmement rapide et qui changent la façon de gérer le combat, y compris les postes de commandement changent, les suites d'informatique qui permet le repérage, la planification, la priorisation des éléments de drone, puisque vous savez bien que les drones volent sur des fréquences entre 300 MHz et 1000 MHz, donc il y a des embouteillages là-dessus. Donc il faut décider de manière rapide, et une seule personne peut vraiment le faire, à quoi on répartit ce qu'on a comme disponible, comme temps disponible, les fréquences disponibles pour pouvoir agir, et pour les drones et pour les appuis de frappe dans la profondeur. Or, pendant que vous utilisez cette disponibilité sur une opération, par exemple, que ce soit une opération d'observation, d'infiltration, vous ne pouvez pas pendant ce temps faire du soutien sur d'autres points. Et là, évidemment, ces points-là sont fragilisés pendant ce moment-là. Et quand vous avez en face de vous une armée qui, là, pour le coup, les Russes ont réussi à leur recrutement en mettant beaucoup d'argent, etc. Mais ils ont les effectifs dont ils ont besoin. On voit aujourd'hui qu'ils ont récupéré sur la zone de course environ, on estime,
il faut faire toujours attention avec les chiffres, mais quelques 50 000 hommes de disponibles, dont on voit qu'ils essayent aujourd'hui de pousser, ou peut-être, ils n'ont pas encore commencé à pousser, mais on les voit se regrouper au nord de Kharkiv. En revanche, là où ils poussent vraiment très 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 fort, c'est à Donetsk, c'est du côté de Kupiansk et du côté de Pokrovsk. Alors là encore, Pokrovsk, je vais y arriver. Là aussi, évidemment, il n'y a pas de percée, mais ça grignote. Et c'est évidemment très compliqué à tenir, parce que les unités, elles, compétentes, qui vont boucher les trous, comme il n'y a plus la réserve stratégique a été un peu consommée par l'opération de Koursk, sont très sursollicitées. Et il faut, voilà, encore une fois, avoir une gestion extrêmement rationnelle et extrêmement fine des moyens, surtout qu'évidemment, il y a toujours un petit doute sur la permanence et l'épaisseur du soutien américain. Il y a toujours du renseignement, il y a toujours du matériel. Enfin bon, quand on fait de la planification militaire, c'est important de savoir ce qu'on va avoir. Et pas d'instabilité. Et là, il y a un petit peu d'instabilité. Les Européens aident, mais la substitution est quand même pas totale et pas aussi rapide. Là, il y a un véritable effort à faire, surtout au niveau des capacités à financer ce que les Ukrainiens sont en train de mettre en place, dans cette fameuse ligne de drone où on a une production forte. Et eux, il faut qu'ils fassent un véritable effort sur la question de la mobilisation, qui est vraiment un sujet majeur pour les commandants. On voit par exemple des unités comme la 47, qui sortent de Koursk, et remonter au front là avec 70% de leurs effectifs, c'est pas suffisant pour tenir le front. On voit bien qu'il y a des tensions et des fatigues. Il y a une partie de cette armée ukrainienne, mais c'est rien de nouveau en fait, sous le soleil, qui est extrêmement déterminée, très volontaire. Une autre partie qui reste quand même très soviétique et très lourde. Et le problème, c'est que voilà, il faut faire avec les deux. Et là aussi, il y a une évolution à faire dans la formation et la montée en puissance en termes de formation. Malheureusement, le ton leur est compté. Ils le font sous pression militaire on le voit d'un Vladimir Poutine qui, visiblement, ce qu'on pensait déjà au départ, mais là, on en a la démonstration, ne veut ni cesser le feu. Mais non, il est dans une situation qui est plutôt, confortable, j'irai pas jusque-là, dont il pense en tout cas qu'il peut attendre que nous on se lasse, que les Ukrainiens se fatiguent, ce qui n'est pas le cas, mais il y a un fatalisme, ils savent parfaitement ce qui leur arriverait. Mais donc voilà, ça continue de pousser, et ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Vladimir Poutine ne voulait pas de cesser le feu, et donc il n'y en a pas. Les États-Unis, Donald Trump ne met pas la pression pour l'avoir, et donc alors à la fois il continue d'aider, il est en train de chercher des patriotes, etc. Donc c'est compliqué, et malheureusement les Ukrainiens continuent de tenir, mais en payant un prix très lourd, même si les Russes ont plus de pertes. Aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation où on voit que l'objectif principal de l'armée russe, c'est de détruire l'infanterie ukrainienne. Leur idée, c'est que s'ils arrivent à casser ce bouclier qui aujourd'hui protège et l'Ukraine et l'Europe, eh bien, ils auront la possibilité d'aller plus loin et d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir peut-être la possibilité d'aller jusqu'au Dniepr. Alors, pas tout de suite, mais l'obtenir diplomatiquement. Le jour où il passerait de l'autre côté du Dniepr, il y aurait déjà cette espèce de grande coupure qui serait placée. Et je pense qu'ils ont ça en tête quand ils font la demande qu'on leur donne les 4 oblasts, donc Kherson. Oui. On voit bien que c'est ça qu'ils ont en tête. Donc on est dans une situation qui est une situation compliquée pour les Ukrainiens, où ils peuvent tenir, ils tiennent, ils ont le moral, disons, de toute manière, les gens qui combattent, donc ils se posent pas ce genre de questions, c'est pas comme nous, on est toujours à se poser des... mais voilà, c'est où la mobilisation européenne est vraiment importante et doit s'accélérer sérieusement. La dronisation de la ligne de front permet aussi de ne pas avoir de nouveaux hommes prisonniers, avec cet échange de prisonniers qui a eu lieu aujourd'hui, le 2e échange en 2 jours. Regardez. Salut. Nous avons été échangés, Natacha. Tout est normal. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors on dit que les Russes ne veulent pas arrêter cette guerre, mais est-ce que ça peut être une sorte d'avancée, cet échange de prisonniers ? D'abord, c'est quand même bien pour eux, parce qu'honnêtement, les conditions de détention, particulièrement en Russie, sont quand même pas très... c'est terrible. Donc on ne peut que se réjouir quand des soldats retrouvent leur famille et retrouvent la liberté. Après, il y a une partie d'entre eux d'ailleurs qui vont retrouver le combat aussi. C'était le cas avant. Je pense que c'était... Alors, les échanges de prisonniers ne se sont jamais arrêtés depuis le début de la guerre.
Et en fait, c'est un canal de communication. Enfin, il y a plusieurs canaux de communication qui existent entre les Russes et les Ukrainiens depuis le départ, qui est tenu d'ailleurs par le renseignement militaire. C'est eux qui s'en occupent depuis le départ et qui ont été négociés en général dans les pays du Golfe. Mais ce canal de discussion est un des canaux, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, si on veut obtenir justement ce fameux cessez-le-feu, qui serait la possibilité d'engager après des vraies discussions sur la question de la paix, ce qu'il faut, c'est faire converger l'ensemble des canaux qui existaient déjà, que ce soit sur la question du blé et de la liberté de circulation en mer Noire, la question des enfants, la question des prisonniers et le cessez-le-feu. En fait, on ne pourra penser vraiment qu'on avance vers une solution diplomatique et négociée que si on voit converger l'ensemble de ces éléments. Sinon, en fait, ce sont que des coups pour essayer... Alors, j'imagine que Vladimir Poutine fait ses calculs pour essayer de ne pas perdre sa relation qui lui est importante avec Donald Trump. Et Donald Trump semble lui avoir proposé quand même une rencontre directe. On aurait pu penser que c'était quelque chose qui était important pour lui, pour Vladimir Poutine. Or, il a visiblement décliné l'offre. Donc, c'est qu'il veut obtenir plus que la rencontre. Est-ce que un des objectifs de la Russie, clairement depuis le début de la guerre, ce n'est pas que l'Ukraine, c'est la renégociation des zones d'influence des empires, et dans laquelle l'Europe justement est considérée comme devant céder une partie de sa souveraineté, ce qui nous pose problème et ce qui explique pourquoi on soutient aujourd'hui l'Ukraine et nos alliés qui ont une frontière commune avec la Russie. C'est que l'objectif de Vladimir Poutine reste néanmoins de faire pression sur nos démocraties et sur nos souverainetés, et c'est ça notre sujet. Quand vous parlez à ces soldats ukrainiens, ils vous demandent quoi en tant qu'Européens comme garantie de sécurité? Ils disent qu'ils ont besoin de quoi? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la garantie de sécurité, c'est eux. En vrai, quelle est la garantie de sécurité, y compris pour l'Europe? C'est une armée ukrainienne qui tient le front. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont 900 000 hommes qui se battent. Aujourd'hui, aucune armée en Europe n'a 900 000 hommes qui se battent. Le jour où les Ukrainiens n'ont plus cette armée, ça sera à nous de faire le boulot. Donc en fait, la vraie garantie de sécurité, c'est d'avoir une armée ukrainienne. En fait, tout le reste, d'un certain point de vue, du point de vue purement européen ou occidental même, c'est les territoires, tout ça. Dès lors que c'est pas de juré, mais de facto, c'est presque pas un problème, y compris même pour les Ukrainiens qui sont prêts, pour une partie des combattants, à accepter le cessez-le-feu tout de suite pour pouvoir se réarticuler, se réorganiser, se renforcer, se préparer. Mais la vraie ligne rouge, c'est le désarmement. Parce que le jour où on dit, OK, les Russes peuvent être de l'autre côté, du côté ouest du Dniepr, et il n'y a plus d'armée ukrainienne, mais alors qui va le faire ? Qui va être en position et en capacité d'empêcher une reprise du conflit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, par une Russie toujours qui n'a pas abandonné ses objectifs impériaux et qui décide que parce qu'elle est forte, elle va continuer d'avancer comme elle l'a fait le coup d'avant. Mais attendez, Didier François, vous pensez que les Américains, par exemple, dans une négociation, pourraient accepter que les Russes demandent le désarmement de l'Ukraine ? Je ne sais pas si les Américains l'accepteront, mais c'est ce que demandent les Russes. Dans ce fameux mémorandum dont ils parlent. Bien sûr. Mais ils le disent publiquement. Enfin, il y a pas de. Et on les avait vus. On vous rappelez l'article 1 lors des négociations de 2023. Où j'en suis là 22, pardon. Non, c'était 23 déjà. Où on avait effectivement la neutralisation, évidemment le refus d'entrer dans l'OTAN, une armée extrêmement réduite, pas de missiles de portée de plus de 350 km. Voilà, tout ça était déjà dans les demandes russes à l'époque. Je rappelle qu'ils menaçaient Kiev. Aujourd'hui, finalement, on est dans une situation où ils demandent encore plus, alors qu'ils sont militairement dans une situation menaçante directe moins importante. Alors, le fait est que eux, leur calcul, et là c'est un problème il y a un problème de détermination, un problème de ce qu'on croit. Eux pensent qu'aujourd'hui, la dynamique, même si elle ne leur permet pas de percer, leur est néanmoins favorable parce que leur recrutement est plus important et qu'ils sont dans cette logique d'attrition et que cette logique d'attrition leur est potentiellement favorable à terme, à nous de les faire mentir. Et là, pour le coup... Comment ? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, quand on discute vraiment avec les Ukrainiens, là, avec cette affaire de robotisation, nous disent une chose qui est réelle. Nous faisons face au même problème que vous.
On est une démocratie, une population vieillissante, une jeunesse qu'on veut pas sacrifier. Donc on a cherché dans la robotisation et dans les moyens techniques la possibilité de tenir. On l'a bien vu, même Zaloujny dit que c'est pas le sujet n'étant même pas aujourd'hui pour l'instant de reconquérir les territoires perdus, c'est de savoir tenir, en évitant le maximum de pertes. Et ils y arrivent parce qu'en fait, ils ont cette expérience du terrain où ils ont accumulé par tout ce qui arrive et qui se passe des compétences et des données. Aujourd'hui, par exemple, dans la mise en place de l'IA qui permettrait de faire travailler les drones en essaim de quelque nature qui soit, ou le travail de lutte contre les shahids ou les filaires, etc., ils ont pas seulement les compétences théoriques que nous avons. Parce que nous, on a d'excellents systèmes de recherche mais qui peuvent parfois avoir des difficultés à fonctionner. Pourquoi ? Parce que il y a une différence entre faire de la recherche en laboratoire et en fait utiliser sur le terrain les mêmes logiciels qui eux devront travailler avec des images qui seront pas de bonne qualité, des liaisons qui seront avec des hauts et des bas, etc., etc. Ces données-là, les Ukrainiens les ont et sont prêts à les mettre à disposition de ceux qui les aideront. Et donc l'idée d'avoir aujourd'hui une multiplication des joint ventures, parce qu'on a l'argent pour le faire, et d'utiliser aussi les compétences d'une partie de leur jeunesse qui justement rejoint aujourd'hui ces unités avec. Moi je voyais là sur les lignes de front, une partie des gars qui étaient en première ligne font des tours de 6 mois. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont recrutés directement dans leurs universités, dans le civil, et qui apportent leurs compétences d'innovation et de compétences de jeunes étudiants un peu geeks des universités tech, qui vont d'abord travailler pendant 1 an, 2 ans pour la brigade sur les arrières, sur le matériel, enfin sur les logiciels qui vont être utilisés, et puis qui ont pris, une fois qu'ils ont été bien formés, et c'est ça la force des brigades un peu plus modernes, qui promettent aux gens qui les rejoignent de ne jamais les mettre aux lignes de front, avoir au moins 6 mois de formation. Alors que parfois, celles qui sont un peu plus soviétiques et plus anciennes peuvent envoyer des gens très très mal formés, tenir des positions qui finalement vont être prises. Et souvent, les avances, on le voit, de l'armée russe sur le front se font sur des secteurs du front qui sont tenus par des unités un peu moins aguerries. Et donc cet effort-là de travailler plus de manière intégrée à retour d'expérience, financement des nouveaux moyens pour pouvoir justement mailler de manière complète le front pour le protéger, ça peut être une bonne chose. Concrètement, ils ont besoin d'argent, en fait, oui, ce que vous êtes en train de nous dire. Essentiellement, oui. Essentiellement, c'est de l'argent plus qu'autre chose. Après, il y a des choses sur lesquelles ils ont toujours besoin, et, bon, sur le renseignement, la profondeur, il y a quelque chose il y a des éléments ultra techniques que, par exemple, les missiles A2SM pour contrer les bombes planantes qu'on leur fait. Mais surtout, ce qui les intéresse, outre que c'est des choses de bonne qualité, c'est qu'on leur donne 50 par mois, et donc ils peuvent planifier. Donc c'est de mettre en place quelque chose qui soit régulier et sur lequel l'état-major puisse compter. Merci Didier François d'avoir été mon invité ce soir. Avec plaisir.